à une tradition, qui est la tradition des discours d'introduction. Le président de l'université Lyon 2 n'a pas pu venir, mais vous allez quand même avoir 2 fantastiques discours. Donc, ben oui, fantastique. Donc, je vais d'abord laisser la parole dans un premier temps à Serge Miguet, qui est directeur de l'ICOM. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Olivier Thomas, qui est directeur d'Imaginov. Voilà. Donc je crois que Serge, ton discours parle d'orgie romaine. Nous verrons. Voilà. Je vais tisser un petit peu l'assistance. Donc je te laisse la parole tout de suite, un petit micro tout de suite. Les micros fonctionnent. C'est fantastique. Serge, à toi. Merci beaucoup. Donc je vais devoir placer le mot orgie romaine dans mon discours. Voilà, bienvenue à tous pour ce 8e Gamagora Game Show. Alors, pour ceux qui sont des habitués de l'événement, vous vous souvenez peut-être de moi. J'ai déjà pris cette place il y a 7 ans pour le tout premier Gamagora Game Show. La toute première promotion de Gamagora, 2007-2008, c'est en effet à inaugurer cette bonne tradition à la fin de l'année, à la fin des projets, de présenter devant un parterre de professionnels éblouis leur production, leur réalisation. Voilà. Donc je n'avais pas la casquette de directeur de l'ICOM, j'étais simplement le premier responsable pédagogique de Gamagora, alors que l'université n'avait pas encore recruté d'enseignants-chercheurs spécifiquement liés à l'encadrement de ces formations. Alors j'ai un petit peu plongé dans mes archives de courrier électronique pour voir, avec une certaine émotion d'ailleurs, la préhistoire de ce projet Gamagora. Et c'est là que je ne vais pas remonter jusqu'aux Romains, mais je vais quand même remonter dans ma histoire jusqu'à une date qui va vous paraître peut-être anecdotique, qui est 1911. Alors, n'anticipons pas. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'en, alors je vous l'ai déjà dit, 2008, premier Gamagora Game Show. Septembre 2007, première promo de Gamagora. Et donc, un petit peu avant, alors on remonte à décembre 2006, eh bien, avec une association de professionnels qui regroupait certains d'entre vous, j'en suis sûr, qui s'appelle Lyon Info Cité Lyon Game, qui était à l'origine du pôle de compétitivité Imaginov, avait germé l'idée qu'en plus de modules de formation continue destinés aux professionnels du secteur du jeu vidéo, il serait extrêmement pertinent de proposer des formations initiales formant des futurs étudiants qui allaient être embauchés dans les studios. À l'époque, les studios lyonnais avaient estimé à peu près à 150, j'ai retrouvé ça dans mes archives aussi, 150, le nombre de salariés dont on avait besoin chaque année simplement pour renouveler, pour étoffer les effectifs des entreprises du secteur. Alors voilà, il y a eu des années fastes, il y a des années un petit peu plus dures, n'empêche que nos étudiants, vous le verrez, continuent à briller et je crois n'ont absolument pas à rougir de leur insertion professionnelle. Alors, parmi les différents mails que j'ai exhumés, je voudrais vous lire un petit passage parce qu'il est question justement de cette consultation que les professionnels avaient eue auprès des différents établissements qui étaient susceptibles d'héberger des formations au métier du jeu vidéo. Alors c'est un mail de Julien Villedieu, certains d'entre vous le connaissent, qui était directeur de Lyon Info Cité Lyon Game, et qui avait lancé à la fois le projet de création du pôle Imaginov un an avant, et qui avait coordonné également cette initiative de création de Gamagora. Alors, partant du constat qu'il n'est pas dans notre compétence de gérer une école, nous avons choisi de nous appuyer sur des professionnels de la formation afin de conduire ce projet dans la durée et d'assurer sa pérennité et son fonctionnement du mieux qu'il soit. Nous avons auditionné au mois de décembre, c'était décembre 2006, plusieurs partenaires potentiels, Émile Cole, CPE Lyon, Lyon 1, Lyon 2, Ariès. Tous ont montré un très vif intérêt pour ce projet, et ce pour plusieurs raisons. Projet issu du monde professionnel, cohérent par rapport aux formations actuellement proposées en France et en région, cohérent par rapport aux besoins du secteur et à ses spécificités. En finale, Lyon 2 a été retenu comme partenaire principal du projet car elle offre plusieurs avantages.
D'abord, une université reconnue au niveau international, ce qui facilitera des partenariats avec d'autres universités dans le monde et l'échange d'étudiants. Ensuite, intégrer aux presses Université de Lyon, donc une dynamique globale très intéressante. Je ne vais pas vous lire tout, hein, mais, donc, qui apparaît véritablement comme la plateforme pédagogique, technique, opérationnelle et logistique permettant de connecter un certain nombre d'acteurs, partenaires pédagogiques. Car ce projet se veut pluriel et surtout ouvert sur l'extérieur. Je passe un petit passage et je termine par cet accord fixe, bon, il était question d'un accord Lyon Game, Lyon 2, cet accord fixera également les conditions de gestion de cette école dès la rentrée 2007. Cette école sera accueillie dans un premier temps sur le site de Sergent Blandan, dans le 7e arrondissement, car ce site est proche des studios. Dans un second temps, plusieurs pistes de localisation sont étudiées. Voilà. Ça fait la transition, donc ça devait être cette localisation sur le site de l'ancienne caserne Sergent Blandan devait être du provisoire qui devait durer 2 ou 3 ans en attendant qu'une nouvelle localisation soit trouvée. La région a été convaincue par un projet de localisation sur le site de Bron, sur un tout nouveau bâtiment vient de sortir de terre. Je vous invite d'ailleurs aux journées portes ouvertes de la filière infographie multimédia qui a lieu les 24 et 25 avril sur le campus de Bron. Donc on se crée un pôle d'excellence en informatique, images, jeux et communication. Voilà, donc c'est une page un petit peu qui se tourne. Le site historique des formations Gamagora va être délocalisé, on pourrait dire retourné presque à ce qu'il était issu de Bron. Donc va retrouver Bron dans des locaux flambant neufs et a priori parfaitement adaptés à la FOC. Alors vous allez me dire où est 1911, où sont les orgies romaines? Alors, eh bien, c'est simplement une allusion à ce qui se passe au-dessus de vos têtes, cette magnifique fresque, alors qui a été livrée, alors commandée en 1891 par l'Université de Lyon, et livrée en 1911 par Jean-Joseph Wertz. Il s'agit d'un concours, c'est pas des orgies romaines, c'est un concours d'éloquence à Lugdunum, sous le règne de Caligula. Alors, vous voyez, il y a des gens qui parlent particulièrement bien sur l'estrade et qui montrent une certaine éloquence. Et puis, ceux qui n'ont pas été convaincants, eh bien, vous voyez, voilà le sort qui leur est réservé, ils sont jetés dans le Rhône. Et donc, voilà, je vais repasser la parole à Olivier, Imagineur, mais avec ce message aux étudiants qui vont présenter leur jeu, soyez éloquents, soyez bons, sinon voilà. L'essentiel, malgré l'éloquence et l'intelligence du discours de Serge, on n'est pas dans le discours d'avant cérémonie, mais c'est bien ce qui suit. Juste dire 2 mots, alors nous aussi, effectivement, pour ceux qui sont régulièrement Gamagora Game Show, ça doit être un peu redondant pour eux, parce que nous aussi on est partenaires depuis le début, on est dans le discours officiel depuis le début. Juste 2 mots quand même pour dire ma fierté d'être là. Moi je viens pas de Lyon au départ, et quand je suis arrivé à Lyon il y a quelques années, le discours officiel, enfin, le storytelling officiel, c'était de dire le jeu vidéo c'était extrêmement central, extrêmement spectaculaire à Lyon, et puis petit à petit les choses se sont passées. Et je découvre, parce que le jeu vidéo c'est historiquement, Serge l'a rappelé, mais aussi dans notre activité de tous les jours, c'est un pilier effectivement de l'activité d'Imaginov. Je reviendrai dans 2 mots sur ce qu'est Imaginov et plutôt à quoi sert Imaginov. On se rend compte qu'effectivement la vitalité du secteur professionnel, la vitalité de la filière, la vitalité effectivement de l'ensemble des acteurs liés aux jeux vidéo, que ce soit des sociétés, que ce soit évidemment des labos de recherche, des universités, que ce soit des écoles et des cursus comme ici, prouve que effectivement le jeu vidéo est non seulement une filière économique, un asset culturel, ça on pourrait en discuter, mais en tout cas une filière économique qui est extrêmement vivace, extrêmement brillante, extrêmement forte à Lyon, et je suis sûr que l'ensemble des projets qui vont nous être présentés sont encore une fois un témoignage extrêmement fort de ce que l'intelligence et le talent sont là.
dans cette filière et sur ce territoire. Alors juste 2 mots sur ce à quoi sert Imaginov pour ceux qui n'ont pas été abreuvés des discours des 7 années précédentes. J'imagine qu'il y en a 2-3 parmi vous quand même. Imaginov, c'est un pôle de compétitivité, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est toujours le moment où on rêve d'être dentiste ou professeur, parce que tout le monde comprend. Pôle de compétitivité, généralement ma fille n'arrive plus à dire à l'école quand on lui demande, donc elle dit mon papa il travaille dans le jeu vidéo, ce qui fait qu'elle a toujours beaucoup d'amis derrière. En fait, nous, on a un pôle de compétitivité sur, de manière générale, les contenus numériques. Ça dit longtemps l'image, c'est un peu plus large que ça. Les contenus et les usages numériques, parmi lesquels, effectivement, le jeu vidéo, à la fois comme filière propre et puis comme moyen d'action sur d'autres filières, c'est à la fois un des piliers historiques et puis une des parties les plus importantes de notre activité. Alors, à quoi on sert? On sert à beaucoup de choses, j'espère. On sert à faire... on a un certain nombre d'activités historiques. Par exemple, on monte beaucoup de projets de recherche et de développement. Enfin, on soutient le montage de projets de recherche et de développement sur des technologies qui vont être incorporées, effectivement, alors pour vous, c'est souvent une banalité exemplaire, mais qui vont être incorporées dans les produits et dans les processus de production du jeu vidéo, mais aussi, effectivement, d'autres technologies de l'image. On sert surtout et de plus en plus à faire en sorte que ce que je disais, c'est-à-dire que ce secteur-là, en tant que secteur d'activité, soit fort, produise des acteurs qui sont forts, qui produisent des jeux, qui vendent des jeux, qui exportent des jeux. Donc on accompagne beaucoup les laboratoires, on l'a dit, on accompagne beaucoup les écoles, bien sûr, dans la structuration, on accompagne beaucoup les entreprises, notamment les petites entreprises. Vous savez qu'on est un secteur dans lequel on a quelques gros, de moins en moins, et une myriade de petites boîtes qui sont extrêmement performantes et produisent des jeux absolument exemplaires. Donc nous, on est là pour aider ces boîtes-là à grandir. Alors on le fait de différentes manières, on fait de l'accompagnement de différentes manières, on les aide par exemple à se vendre sur des marchés internationaux, on les aide à construire leurs relations avec les gros éditeurs, par exemple, ce qui est compliqué. Et puis, on a quand même quelque chose d'extrêmement important, qui est de dire, pour que tout cet écosystème-là survive, il faut des talents. Il faut vous. Et donc, on soutient très ardemment un certain nombre de programmes universitaires, d'établissements, d'écoles, privées, publiques, peu importe, qui construisent les talents, qui construisent des compétences, et qui construisent effectivement les talents d'aujourd'hui et de demain, pour l'ensemble des boîtes du territoire, mais en dehors du territoire. Et donc pour nous, ce qui se passe ici, alors pas seulement aujourd'hui, mais ce qui se passe à la Gamma Agora par exemple, c'est extrêmement important. Donc effectivement, on soutient, on a un réseau des écoles, alors de l'image en général, mais dans lesquelles le jeu vidéo tient une place plus ou moins importante, ici effectivement extrêmement importante. On soutient autant que faire se peut le développement de ces talents, parce qu'on est persuadé que ce qui fera la force du jeu vidéo sur ce territoire, c'est le fait que vous tous, professionnels, étudiants, enseignants, construisez cette compétence forte, construisez ces talents-là. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, c'est bien de mettre de l'argent comme pour votre territoire, de payer des boîtes pour venir, ça c'est très bien, au Canada, d'autres territoires français, mais qu'on est persuadé que ça passe avant tout par l'appui au développement de compétences qui sont les vôtres. Voilà. J'essaye de ne pas être trop long, parce que c'est pas le plus important. Je remercie effectivement Gamma Agora, je remercie Gilles en particulier de nous permettre, nous, d'être partenaires, parce que c'est un des moments importants, c'est-à-dire que on espère que dans 2, 3, 5, 10 ans, vous, vos structures, vos jeux bénéficieront de l'ensemble des services et de l'expertise d'Imaginov pour vous aider à parcourir un bout de chemin. On est très fiers d'être là, on est très fiers d'être sur ce territoire, on est très fiers d'être parmi vous. Et puis je vais arrêter parce que l'important arrive maintenant. Merci à tous, et puis bonne voilà, très légèrement. Voilà, alors tout de suite, je crois que nous avons une installation, un premier projet qui est extrêmement pointu, extrêmement délicat à démontrer. Est-ce que l'installation est prête? L'installation est prête. Attention, c'est du sans filet. Tout de suite, sous vos applaudissements, le projet Underground.
fier d'être ici pour vous présenter le travail accompli par toute l'équipe lors des 3 derniers mois. Donc vous avez pu voir un trailer qui montrait l'univers du jeu. Je vais vous parler un petit peu plus du concept du jeu en lui-même. Donc c'est un concept hybride, donc qui est à la mi-chemin entre jeu de société et jeu vidéo, qui réunit donc les points forts des deux univers. Donc en ce qui concerne le jeu vidéo, on a bien évidemment les capacités multimédia qui permettent de renforcer l'immersion et l'expérience de jeu. On a donc une intelligence artificielle qui permet d'avoir des ennemis qui sont intelligents et coriaces. Et donc le point fort du jeu vidéo, le côté interactif, qui permet notamment d'avoir des tutoriels interactifs, des aides contextuelles qui permettent d'aider le joueur à entrer dans la partie et à comprendre le jeu. Pour le jeu de société, on a évidemment donc, le matériel de qualité. S'il y a des joueurs dans la salle, vous avez l'habitude, c'est vraiment un des points importants du jeu de société, d'avoir des figurines de qualité, un plateau de jeu agréable. Voilà, et la convivialité. La convivialité, le fait de se retrouver ensemble autour d'une table, de jouer, de profiter et de s'amuser ensemble. Donc voilà, ce sont les points qu'on a réunis au sein de notre jeu pour vraiment récupérer le point fort des deux univers. Donc concrètement, notre jeu, c'est un jeu coopératif qui se joue jusqu'à 3 joueurs. C'est un jeu tactique au tour par tour, qui se base donc sur du matériel innovant. On a donc une tablette qui sert de plateau de jeu, sur laquelle on pose les figurines, on les déplace. Une deuxième tablette qui sert de contrôleur, à suivre l'état de la partie, l'avancement de la partie. Et un dé qui permet de transmettre les informations, d'avoir vraiment ce côté jeu de société, ce côté tactique. Donc tous ces deux éléments sont renforcés par l'immersion, notamment le plateau de jeu qui est très dynamique, avec des animations pour les éléments de corps, pour les compétences, des cinématiques qui mettent en valeur les actions faites par les joueurs pour vraiment donner vie à la partie de jeu de société. Nous allons passer en direct, vous montrer le jeu en live pour voir vraiment ce que ça donne. Je passe la parole à Quentin Lequignac. Bonjour, donc Quentin Lequignac, un des game designers de l'équipe. Ça vous plaît pour le moment? Vous allez voir ce que vous allez voir. On va donc vous montrer une des deux missions qu'on présente aujourd'hui, le tunnel de maintenance, qui est une mission un peu furtive, un peu tactique. Donc on va commencer par la phase de ce qu'on appelle le pré-game, qui va vous montrer un peu les objectifs principaux de la map. Donc ici, donc on a un jeu en vue d'au-dessus, dans une mission sur un espace quadrillé. On va se déployer en haut à gauche de l'écran, et on va devoir aller en bas à gauche, là où c'est écrit Exit. Mais pour ouvrir cette porte de sortie, il va falloir interagir avec ces différents éléments du décor. Et on va voir comment ça se passe. Donc on va déployer nos personnages, on va pouvoir choisir un des archétypes, par exemple Jake. On va le déployer, et il va pouvoir, donc une des actions de base de notre jeu qui se fait avec les figurines, c'est par exemple le déplacement, où on soulève et on pose la figurine pour pouvoir confirmer le déplacement. Une autre des actions de base, c'est tout ce qui est compétences d'attaque, de support, ou d'interaction avec les corps qui se font en orientant la figurine, en la tournant sur elle-même et en confirmant l'action. Donc ici, Jack vient de nettoyer, de pousser une caisse pour ouvrir le terrain pour le reste de son équipe. On va passer rapidement à un autre archétype, l'assassin, qui s'appelle Amy, qui elle est beaucoup plus mobile, beaucoup plus flexible dans sa capacité à agir sur le terrain, qui elle peut par exemple utiliser une compétence d'acrobatie pour sauter par-dessus un des murets. Donc un des murets, c'est les petits rectangles quadrillés que vous pouvez voir un peu partout dans le niveau, c'est des couverts qui vont permettre aux personnages et aux ennemis de se mettre et donc de se protéger des dégâts et des mauvaises choses dans le jeu. On va ensuite montrer rapidement Amy qui interagit avec l'interrupteur, c'est déjà fait, et du coup donc l'interrupteur qui a été activé est un des deux interrupteurs en plus d'un troisième élément interactif qui est nécessaire d'activer pour ouvrir la fin du niveau. Donc avant de parler un peu plus des mécaniques un peu plus en profondeur, je vais faire un rapide passage sur, je vais appeler ça le challenge, enfin, les obstacles au niveau technologique qu'on a eu pour le développement. Donc le principal obstacle qu'on a eu pour le développement, c'est le fait qu'on ait un équipement qui n'est pas commun. C'est un déconnecté, Dice+, des figurines qu'on a dû faire nous-mêmes et les tablettes. C'est quelque chose qui n'est pas facile à intégrer et pas facile à utiliser en game design. Donc on va commencer par les figurines, les fameuses figurines. Donc c'est des figurines 3D. On remercie notre partenaire FabZap pour nous avoir aidé à les développer. On a dû se débrouiller nous-mêmes pour donc, le développement 3D, la modélisation 3D et pour les spécifications au niveau technique pour les socles, parce que c'est pas si facile que ça de développer un socle qui marche bien avec 3 plots différents et une orientation qui est détectée par une tablette. Donc notre solution, ça a été une encre métallique, et on remercie notre partenaire Volumix, les éditions Volumix pour nous avoir aidé dans cette étape. L'encre métallique permet donc de reconnaître un socle avec 3 plots comme un seul et même point de contact, comme un doigt sur un écran capacitif de tablette. Et enfin, on a un troisième élément qui a l'air anodin mais qui ne l'est pas, c'est le dé Dice+, dont l'API et la documentation nous ont été fournis par les créateurs de Dice+, qui a été intégré au projet ensuite et qui, d'une manière, rend certaines parties du jeu qui normalement seraient un peu répétitives, beaucoup plus dynamiques.
en rajoutant un peu de chance et un peu de variété. Donc, après ça, on va revenir à une autre situation de jeu directement en direct pour montrer des compétences de combat. Donc, ce qu'on va faire d'abord, par exemple, c'est qu'on va prendre Jake et qu'on va lui faire tirer de ses compétences de base, de la salle, vers un des éléments interactifs du décor. Donc, on montre rapidement un des éléments. Voilà, le décor a des éléments interactifs, des éléments destructibles, des éléments amovibles, des éléments des interrupteurs, qui donc voilà sont affichés par ces icônes-là et qui sont nécessaires pour certains niveaux pour avancer, ou parfois qui peuvent vous aider à affronter les ennemis. Donc ici, Jake a frappé les rochers qui, s'ils étaient détruits complètement, nous permettraient d'accéder à un des objectifs de la map. On pourrait aussi montrer par exemple Dom, sa compétence qui permet on va montrer Amy qui permet sa compétence de champ de force à Dom, qui dans ce contexte peut poser un champ de force sur le sol, qui va pouvoir créer un obstacle, qui va pouvoir activer des choses. Ici, ça va bloquer le rayon du laser et activer des mécanismes dans la map. Et on va aussi pouvoir montrer Amy, qui peut utiliser sa compétence d'acrobatie qu'on a montré tout à l'heure pour sauter par-dessus des ennemis et leur infliger des dégâts. Et puis je vais passer la main pour vous parler un peu plus. Je vais montrer après une deuxième map qui va parler un peu plus encore du combat, mais avant ça, je vais passer la main à Emmanuel Carles, notre lead game designer, qui va vous parler un peu des contraintes de level design et de game design. Merci Quentin. Bonsoir à tous. Je vais vous parler un peu des contraintes qu'on a eues. Donc, nous avons fait un tactical RPG avec des figurines qui ont un socle avec 3 points de contact qui nous permettent d'utiliser ces points de contact pour la rotation des compétences. On peut diriger nos compétences grâce à ce socle. Malheureusement, on ne peut pas avoir une taille, donc nous avons résolu le problème en calculant les tailles minimum. Du coup, ça nous a amené à faire des niveaux qui sont de 77 cases. Nous avons travaillé sur 2 niveaux, l'un plus puzzle et infiltration, l'autre où ma discrétion est mise au placard. On attaque de front avec différents chemins. Afin de vous parler de ce dernier niveau, je repasse la parole à Quentin. C'est encore moi. C'est encore du live. Donc le fameux deuxième niveau où, comme l'a dit Manu, on met la subtilité, la furtivité un peu au placard. C'est un niveau qui est, au niveau de notre univers, cette mission se situe à l'extérieur du bâtiment de notre faction ennemie qui s'appelle l'Ordre. Et nos héros, là, dans la première mission qui s'appelle s'infiltrer, ici c'est plus une attaque frontale devant la porte principale et un peu musclée. Donc là, ce qu'on peut montrer par exemple en premier, c'est la compétence un peu dévastatrice de Jake qui s'appelle le barrage, et qui, si Manu ici arrive à toucher les barils explosifs, devrait entraîner une réaction en chaîne qui devrait faire beaucoup de dégâts autour d'elle. Il en touche un et il a effectivement explosé. Après, le danger, c'est qu'il aurait aussi pu toucher Amy et lui infliger des dégâts. Ce qu'on pourrait montrer aussi, qui est une compétence que j'aime beaucoup au niveau de son visuel, personnellement, c'est Amy et son holologue. C'est un hologramme qu'elle pose sur le sol qui servira à distraire les ennemis et en particulier l'ennemi qui a une compétence de furtivité, qui peut donc se déplacer furtivement, ça va l'aider à se faire encore moins voir par les ennemis et donc pouvoir se mettre dans leur dos et leur infliger des dégâts supplémentaires. Ça la rend assez mortelle quand c'est bien utilisé. Et on pourrait aussi montrer la compétence qu'on a montrée tout à l'heure du DOM, qui est le champ de force, peut être utilisée dans un autre contexte. Quand on l'utilise sur un allié, elle lui applique un buff protecteur, un bouclier qui va le protéger contre les dégâts pendant quelques tours, pendant un tour. Et du coup, pas mal, 4. Du coup, je sais pas si vous n'avez pas vu, mais à chaque fois, pour beaucoup d'actions, je lance le dé et le résultat du dé va influer sur le résultat de la compétence, les dégâts, etc. Et voilà. L'effet de bouclier qu'on va dire. Du coup, je ne vais pas m'attarder trop, mais j'espère que ce que vous avez vu, ça vous a plu. On a beaucoup de mécaniques pour ce jeu, il y a beaucoup de choses à montrer. On a fait beaucoup de travail au niveau de l'interface pour que les choses soient. C'était un challenge au niveau de game design, d'intégrer tout, que ce soit compréhensible et que ce soit facile à gérer des joueurs. Et on en est assez fiers, on a réussi à mettre toutes les informations nécessaires. Et je vais passer la main à Nofel pour vous parler de la direction artistique. Merci Quentin. La direction artistique d'Underground s'appuie directement sur le genre cyberpunk des années 80 aux années 2000. Nous sommes inspirés d'œuvres telles que Robocop, Akira ou Blade Runner. Le fait de faire un jeu sur tablette a été au début une gêne technique pour nous les artistes,
mais nous avons pris ça à notre avantage et du coup on a pu créer notre style graphique, style jeu, et on a eu plus de liberté à ce niveau-là. Grâce à l'aspect hybride de notre jeu, nous avons pu expérimenter plusieurs nouvelles techniques comme la création de modèles 3D pour de l'impression, et ainsi nous avons pu créer une figurine détectable sur les tablettes. Nous avons aussi pu créer des cinématiques dynamiques et modulaires pour notre jeu, et ainsi finalement nous avons aussi conçu l'habillage de plateau de notre jeu de façon à rendre plus vivant et ainsi à augmenter l'immersion aux joueurs. Alors voilà, j'espère que cette présentation du jeu vous a mis l'eau à la bouche. J'espère que vous serez nombreux à venir essayer le jeu sur notre stand. Nous avons pris un grand plaisir à travailler tout au long de ce projet dans un concept vraiment hybride entre jeux de société et des jeux vidéo. Donc si comme nous vous êtes passionnés par tous ces sujets, n'hésitez pas à venir un petit peu. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Erwan, game directeur sur le projet 20 milieux sans la mer. Nous allons vous présenter avec toute l'équipe notre travail pendant ces 3 derniers mois. Et pour commencer, voyons donc la cinématique d'introduction du jeu. Un jeu de plateforme puzzle en 2D. Il est jouable sur PC et à la manette. Il a été développé sous Unity. La capacité principale du personnage est de pouvoir absorber des liquides et de tirer avec sur différents éléments du décor pour pouvoir résoudre des énigmes. L'objectif principal du jeu est en fait d'aller à la fin de chacun des niveaux, et au niveau des objectifs secondaires, il y a la possibilité de redonner vie à des anémones qui ont justement dépéri à cause de la disparition de l'eau. Et là, pour vous montrer maintenant le jeu tout de suite, je vais passer la main à Antoine, à Quentin et à Maxime qui sera à la manette. Ils vont faire une démonstration en live et vous expliquer tous les éléments de gameplay du jeu. Merci Erwan, bonjour à tous. Alors voilà notre jeu, on contrôle une éponge, tu l'as constaté. On peut se déplacer, sauter bien entendu, et particularité, tirer de l'eau. On a une quantité d'eau limitée à notre disposition, c'est symbolisé par la barre qui se trouve à gauche de votre écran. Et forcément, quand on n'a plus d'eau, on peut en reprendre dans les bassins, celui-là. La barre remonte, et à certains paliers, le personnage va se transformer, il va devenir plus gros, plus imposant. Et cependant, le fait d'avoir plus d'eau, ça a un contre-coup, c'est aussi qu'on devient plus lourd. Et ça peut être gênant, par exemple, dans cette situation, je l'ai trop haute, désolé. Voilà. Autre exemple, par exemple cette crevasse qui est trop étroite, là encore on va devoir se vider de notre eau pour pouvoir redevenir assez petit et s'introduire par le trou. Voilà. En haut à gauche, vous pouvez apercevoir une des anémones dont a parlé Erwan. Il y en a 3 par niveau, elles sont toutes un petit peu cachées. Et le but ça va être de leur cracher de l'eau dessus pour les faire revivre. Voilà. Cependant, on a un souci maintenant, on est dans une caverne qui, a priori, n'a pas d'eau à nous
vous offrir et on est bloqué. Et pour la suite, je vais donc passer la parole à Quentin. Merci Antoine. Donc du coup là nous sommes coincés à cause du rocher qu'on ne peut pas faire tomber pour activer ce bouton qui va nous permettre en fait d'activer un geyser pour propulser hors de la grotte. Et donc la seule solution qui s'offre à nous actuellement c'est de faire un demi-tour pour aller absorber suffisamment d'eau et revenir ensuite dans la grotte. Quelques pièges. Et donc ce que nous pouvons aussi faire c'est utiliser le tuyau qui est juste là, au-dessus de la grotte, qui nous permet de transposer un peu d'eau dans la grotte et dessécher pour avoir suffisamment d'eau pour interagir avec tous les éléments de gameplay et faire passer l'eau dans tous les niveaux. Donc, du coup, là, nous pouvons sortir de la grotte. Nous voyons un autre type de bassin que nous pouvons remplir pour progresser au travers des gouffres. Et on va arriver sur le premier animal qui a survécu lui aussi à la descente de l'eau, qui est le bernard l'ermite. Antoine, peux-tu nous présenter le bernard l'ermite, s'il te plaît? Bien entendu, Quentin. Alors le bernard l'ermite, c'est un ennemi qui est pas méchant en fait, il est juste un peu énervant. La plupart du temps, il nous bloque le passage en fait. Il se trouve dans la petite grotte et on peut lui tirer dessus pour le réveiller. Il n'aime pas trop ça. Et ainsi le déplacer. Et outre cet aspect bloquant, il peut aussi nous servir soit comme plateforme de fortune, soit comme contrepoids pour soit des balances ou des interlocuteurs. Et donc, après, nous allons sur un autre animal, le poulpe. Le poulpe vicieux, il va vous empêcher de tirer dessus, simplement. Il faut trouver un moyen de détourner pour activer la rune qui est derrière lui, qui va vous permettre d'activer la porte et de progresser. Donc, faire un tir en cloche et utiliser donc la physique de l'eau. On applaudit Maxime. Donc il faut faire encore un essai, et donc retrouver de l'eau, d'où l'importance de bien gérer son stock d'eau tout au long du niveau. Bien. Le niveau est symbolisé par la statue, mais pour cela il faut traverser donc ce gouffre. C'est parti. Donc je passe maintenant la parole à Victor, notre directeur artistique. Merci Quentin. Bonsoir à tous, je vais vous parler donc des graphismes de vidéos. Donc on a décidé de partir sur un style cartoon avec un niveau au second degré. On évolue dans un monde basé sur la Grèce antique. Au niveau des environnements, donc on a choisi d'exploiter deux environnements. Le premier étant donc le décor aride, avec des couleurs beiges, des tons chauds et une ambiance vraiment donc désertique. Et le second, donc la caverne, qui sera donc un environnement beaucoup plus abyssal et des couleurs beaucoup plus froides. En ce qui concerne nos influences graphiques, on a choisi donc pour le décor le film d'animation Nemo et le jeu vidéo Rayman. En ce qui concerne le character design, on a préféré se pencher vers les mignons de moi moche et méchant et les jeux vidéo Worms. Voilà. Et puis pour la suite, je vous laisse avec Vivien. Merci Victor. Alors vous l'aurez compris, 20 milieux sans la mer, c'est un jeu avec de la réflexion, de la précision et de la dextérité. Pour notre jeu, on a été 15 étudiants à travailler dessus pendant 3 mois. Donc on est 7 game designers, 3 graphistes, 3 programmeurs, et on a 2 sound designers qui sont venus nous rejoindre, ou Jérémy qui est là, Amine Dumav qui est ici. On souhaiterait remercier Gamagora et les partenaires qui nous ont fourni des supports. Et puis pour le mot de la fin, je vous invite à nous rejoindre sur notre stand après les présentations. Merci, bonne soirée et à tout à l'heure. 130 personnes, qui a fait donc le jeu de l'année il y a 1 an et demi sur PC, Dishonored. Oui, c'est fait à Lyon, Dishonored. Voilà, c'est bien fort. Voilà. Et c'est le jeu de l'année pas Rhône-Alpes, pas France, c'est le jeu de l'année Monde. Donc beaucoup de sociétés ici tout autour, très célèbres, et qui font des choses étonnantes. Et qui ont un retentissement international avec des partenaires, Sébastien qui travaille chez Arcane, qui a suivi les étudiants en organisation de production. Que dire de plus? Est-ce que One Button est adhérent du Magidor, Olivier? One Button, société grenobloise.
faut, parce que, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, société grenobloise, 3 personnes, ils ont fait 10 millions de téléchargements sur l'App Store, voilà, ils ont fait 5 millions en 4 jours, 10 millions en 15 jours de téléchargements avec eux, Mr. Jump, un jeu de plateforme. Comme quoi, les jeux de plateforme, c'est marrant, en fait, je crois qu'on en a deux. On en a 2 cette année, de plateformes. Julien, on le flair. Hein. Ça va bien. Ça va bien. Un accueil chaleureux. Ah, j'espère. Un accueil chaleureux. Sous vos applaudissements. Olivier a toujours des blagues de très haut niveau. Vraiment top. On va essayer de... Le second micro. On cherche le second micro. Qui a pris le second micro? Bienvenue, je m'appelle Lionel Fleuret, je suis programmeur et chef de projet sur Feeling Good. Avant de commencer, j'ai quand même besoin de vous poser une petite question dans la salle. Qui aime les chats? Si vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît. Oh, j'ai presque une majorité de personnes qui adorent, vous avez tort d'aimer les chats, parce que les chats sont sournois, ils sont vicieux, les chats sont incontrôlables. Et c'est justement ce qu'on a voulu vous montrer dans Feeling Good. Et donc on a situé notre jeu, déjà pour commencer, dans les années 20, la Nouvelle-Orléans, le jazz, tout ça, dans un quartier haut en couleur. Voilà, vous avez ici notre partenaire Candy Queen Saga, qui nous a fourni un flyer duquel vous pourrez vous retrouver. Le quartier est haut en couleur et les personnages qui le peuplent le sont aussi, à commencer par Rembrandt, que vous allez incarner, qui est l'autoproclamé seigneur des gouttières. C'est un chat fier, indépendant, comme le sont la plupart des chats, et il a des ennemis également, comme tous les autres chats, à commencer par Kataïr, le chef de la Katsuki. C'est une organisation d'achassins, c'est très difficile à prononcer. Et il n'a pas que ça comme ennemi, il y a également Bob Herman, le commandant de la Domination. Il ne faut pas rire de Herman. Avec tous ces Doberman, il garde les poubelles doucement. Les chats vont essayer de looter, en fait, comme on dit dans le métier. Voilà, tous ces ennemis, en fait, de Rembrandt va devoir les défaire, les renverser, sous le regard amusé de Scarlett, la princesse des salons. Scarlett qui joue un jeu de trouble, hein, les autres personnages vont minauder un petit peu sous son regard, c'est le cas de le dire. Et puis, pour l'aider dans ses quêtes, vous aurez également Rorschach, que vous reconnaissez aussi, le justicier sociopathe. Et puis, bien entendu, Birdie Harry, le canari, Birdie Harry, la victime, Birdie Harry, l'indique. Voilà, c'est Birdie les bons tuyaux. Donc, en termes de réalisation, vous l'avez vu un petit peu dans le trailer au départ, il s'agit d'un side-scroller, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer sur le côté en forme de travelling, vous allez sauter sur des plateformes, éviter des ennemis, des autres chats, essayer de faire un petit peu tout ce qu'on fait dans un jeu de plateforme, mais bien plus. Vous verrez que ça n'est pas qu'un side-scroller. Vous aurez également des mécaniques d'infiltration, vous pourrez vous cacher dans des poubelles, dans des fenêtres, vous pourrez utiliser des objets du décor pour distraire vos ennemis. Voilà, tout le niveau a été modélisé en 3D complètement. Donc, en bon chat, si vous jouez à ce jeu, vous pourrez vous promener dans les ruelles, vous pourrez vous promener sur les toits. Vous pourrez également suivre les indications des personnages que vous rencontrerez et qui vous emmèneront au travers du quartier avec une histoire qui a quand même été travaillée. Hein, on a plein de surprises dans cette histoire si vous prenez le temps de lire les dialogues, ce qu'on ne fait pas toujours dans le jeu vidéo, c'est mal. Voilà, beaucoup de références dans ce jeu, vous en avez vu certaines déjà. Bon, vous en disiez d'autres. Globalement, on a pu s'amuser. On a pris les choses pour les LOL 4, bien entendu, parce que les LOL 4, ça nous fait rire. C'est un jeu, globalement, qui est tout public. En même temps, qui n'est pas politiquement correct pour autant. On vous enverra sur le toit du Pussy Hotel pour retrouver Orange 4, devant les devantures du Doggy Style, un magasin d'accessoires un peu particulier. Et le collier que vous allez monter dans une poubelle un moment, vous ne serez pas autour du cou.
Voilà. Bien, je vais commencer à passer la parole au game designer, juste un mot pour vous dire que tout ça a été fait sur l'Unreal Engine, le 4e du nom. Voilà. Alors les game designers, on en a 3 ici, enfin 3 parmi les autres. On va commencer par Antoine, qui fait très bien le chat. Il va être à la manette, Antoine, il va faire ça bien. Nous avons Léon, notre québécois game designer, et puis Thibaut. Bonsoir à tous. Alors, dans Feeling Good, on incarne un chat, et une des caractéristiques des chats, c'est d'être agile. Alors, comme dans tout platformer, on peut se déplacer, on peut sauter pour atteindre des plateformes. Mais chez nous, il y a quelques petits changements. Notamment un saut en hauteur qui nous permet d'atteindre des endroits plus hauts que d'habitude, comme les chats savent sauter en hauteur, pour pouvoir se balader entre la rue et les toits et sur les façades des immeubles. Et autre chose, la rotation. La rotation nous permet de changer de rue pour visiter le quartier entier qui a été modélisé, on peut s'y balader, c'est magnifique. Vous verrez aussi en haut à gauche, le Nyojo, c'est la barre de confiance en soi de Rembrandt qui va être endommagée à chaque fois qu'il affronte un ennemi et qui se prend des embêtements tout simplement, et qui pourra être rempli grâce à certaines choses. Pour se retrouver dans le quartier, nous avons une carte. La carte que vous voyez ici, qui indique la position de Rembrandt, mais surtout la position de son objectif. Ici, l'objectif, c'est Birdie Harry. Comme on vous l'a dit, c'est l'indice. C'est celui qui nous donnera l'indice qui nous permettra de trouver et de vaincre Bob Herman, le chef de la Domination. Alors, l'indice, évidemment, Birdie Harry, il est gros, gras et ingrat. Il va vous demander d'aller chercher des graines pour vous donner l'information. On va être gentil pour la première fois, on va lui dire ok, on va aller les chercher. Il y en a qui sont justement sur l'autre face du dernier souper. Juste ici. Voilà, on les récupère et après on va aller les livrer. Alors, on se dépêche. Et on lui donne ses graines. Birdie Harry est très content, il vous dit merci, mais c'est pas assez pour lui, il vous dit allez en chercher encore. Nous on va dire non, on va dire c'est un lâche, on va essayer d'intimider. Alors il dit ok, c'est bon, je te donne l'indice. Bob Herman il est ici, tu le chopes pas comme ça. Et voilà comment se déroule le système de quête de notre jeu. À présent, je vais passer le micro à Tuc Dual qui va vous parler de l'aspect graphique du jeu. Merci Thibaut. Donc les graphistes, on peut aussi citer Paris, notre guide, Thomas et Jérémy. Donc le principal défi pour nous a été de réaliser ce quartier en entier en seulement 3 mois. Inspiré de la Nouvelle-Orléans de 1920, comme l'a dit Lionel, on a mélangé le 2D et la 3D pour obtenir un style cartoon, c'est-à-dire quelque chose de très coloré et très vivant. Chaque bâtiment est unique, puisqu'ils disposent de leur propre devanture et devaient répondre aux exigences données par les game designers. Le second défi a été la réalisation et l'animation des différents personnages, puisque le jeu dispose de plusieurs types de personnages, on retrouve les chats, les chiens, même des oiseaux. Chacun d'eux dispose d'une liste d'interactions qui leur sont propres et qui devaient donc être illustrées par des animations. Je vais donc maintenant laisser la parole au game designer, Jérémy et Léo. Mesdames et messieurs, maintenant, Rembrandt va devoir aller d'un point A à un point B. Et pour ce faire, il va devoir passer un endroit qui est protégé par un chien. Le chien protège son territoire, s'il le trouve, il l'agresse. Bien entendu, le chien c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus gros. Voilà, il lance un combat, il s'est fait éclater, il a perdu le jeu. Donc il va utiliser la ruse, il va revenir sur ses pas pour récupérer cette magnifique collerette. Vous savez, on appelle le collier de la ruse, c'est une collerette blanche qui perd toute crédibilité au plus grand des pitbulls. Mais le collier a changé la donne, Rembrandt retourne au combat, il lance un combat contre le chien, et le chien s'enfuit avec la collerette autour du cou, il va glisser furtivement et il l'a humilié. Et maintenant, Rembrandt peut passer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette tactique de lâche? Rassurez-vous, les amateurs de castagne pourront s'amuser à tabasser les autres chats. En effet, lors d'un combat contre un chat, le nuage de combat fera apparaître les têtes des 2 chats. Les têtes des 2 chats ont leur position correspondante au bouton de la manette. Afin de gagner, le joueur doit taper 3 fois la tête du chat adversaire et ne jamais taper sa propre tête, car ça lui fait perdre du Nyojo. Et justement, le combat fait forcément perdre du Nyojo de toute façon, donc il vaut mieux l'éviter. Et le meilleur moyen pour Rembrandt de passer sans perdre de Nyojo, c'est d'utiliser l'infiltration. Pour l'infiltration, vous allez devoir interagir avec le décor. Juste là, nous avons Rembrandt qui va tourner, qui va accéder à une plateforme qui sera protégée par un chat qui monte la garde. Et le chat, s'il vous repère, il vous agresse et vous perdez du Nyojo. Donc Rembrandt va attendre que le chat repasse, il va sauter sur le balcon, se cacher dans la fenêtre qui est ouverte. Voilà. Et maintenant, il a juste à attendre que le chat revienne, lui tourne le dos, il s'enfuit,
et part en direction de l'autre balcon, où maintenant il est en sécurité. Alors, afin de mieux appréhender son environnement, Rembrandt peut utiliser son flair affûté. Celui-ci lui permet d'améliorer son angle de vue et de voir l'odeur des objets importants, comme par exemple une cachette, un piège, une patrouille et des balles par exemple. Et ici d'ailleurs, Rembrandt va en utiliser une afin de distraire un chat et passer discrètement dans son dos pour accéder au niveau suivant. Et tous ces comportements intelligents, ils ont été pensés, intégrés grâce à nos programmeurs qui sont Stéphane, Antoine et Lionel. Maintenant que Rembrandt a toutes les cartes pour pouvoir passer sans danger, il ne lui reste plus qu'à faire preuve d'un peu de patience, de réflexe, de timing pour pouvoir parcourir le niveau comme il l'entend. Je vais laisser la parole à Léo qui va vous expliquer le concept du level design. Merci Jérémy. Alors, pour vous parler de level design, je vais vous présenter la maison Scarlett, qui est le dernier niveau du jeu. Donc déjà, on va regarder le groupe de Rembrandt, qui est la belle Scarlett qui l'attend sur les toits avec sa belle odeur. Donc, Rembrandt va partir en direction de la maison. Celle-ci est gardée par des chiens. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était faire en sorte que la mécanique d'odorat serve vraiment le gameplay. C'est-à-dire que là, Rembrandt, on ne peut pas continuer à se faire attaquer par les chiens. On est obligé de faire un détour par les balcons en tournant. En arrivant sur le balcon, Rembrandt va trouver un pot de fleurs. Alors Rembrandt, c'est pas le seigneur des gouttières pour rien. Il va faire tomber le pot de fleurs sur la truffe du pauvre clébard qui va partir en courant dans sa niche. Voilà, donc il va pouvoir continuer son chemin, mais d'autres chiens gardent la maison. Heureusement, grâce au plan grimpant, il va pouvoir continuer sa progression dans la maison. Donc grâce à son agilité, il va pouvoir sauter de plateforme en plateforme, arriver sur l'autre face de la maison et faire tomber un peu de fleurs sur le chien. Le problème, c'est qu'il y a un autre... Oula. C'est fini pour notre Rembrandt. On vous a dit qu'il faisait bien le chat. C'est raté. Donc là, Rembrandt, presque plus vite, ça va être dur pour lui. Quoi qu'il en soit, dans ce niveau, il y a 2 pots de fleurs à faire tomber sur les chiens. À ce niveau-là, dans le reste du monde, l'accent a été plutôt mis sur la vie. Dans le reste du monde, l'accent a été mis sur la liberté d'action. C'est-à-dire que le joueur peut choisir la phase par laquelle il accède au bâtiment, il peut choisir comment il accède au bâtiment. Je peux montrer l'autre phase. Sur ce niveau-là, c'est plus dirigiste. On a voulu que le joueur se creuse un peu la tête, c'est un peu de difficulté parce que c'est quand même le dernier niveau. Et voilà, on a essayé de faire en sorte de vraiment accentuer la liberté d'action et de déplacement pour donner la meilleure expérience de chat possible. Oui, alors ça tombe bien qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, puisque donc Antoine, même s'il fait bien le chat, n'a pas pu arriver à vaincre les chiens de Bob Herman, puisqu'on va vous laisser saliver un petit peu. Il y a une belle histoire derrière tout ça, il y a des plot twists, il y a plein de choses qui se passent, et à la fin on va retrouver Scarlett. Donc ce sera l'occasion de voir sur notre stand et de découvrir cette histoire. Un petit mot sur les musiques, vous avez entendu que c'est dans le style années 20, jazzy et tout, on le voit à Florian Bardou, notre sound designer. Voilà. Donc le jeu est déjà téléchargeable sur notre site web, que vous voyez ici. Donc on vous invite à venir l'essayer, voilà. Faites votre chat, amusez-vous, vous pouvez aller vous promener où vous voudrez, faire un tas de trucs et tourner les chiens en bourrique, ce sera l'occasion. Merci à vous. Nous allons pouvoir diriger donc au cocktail. Ils sont déjà, regardez comme ils sont beaux, ils sont déjà habillés pour le cocktail. Voilà, profitez-en. Voilà, toi tu es le programmeur. Donc profitez-en d'un programmeur habillé élégamment. On va